Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a cette succession d'images dont on ne peut se détacher ce matin. Ce fourgon pénitentiaire percuté de plein fouet par une voiture. Ces hommes cagoulés, armes de guerre à la main, qui ouvrent le feu. Le péage d'Incarville sur la 13, théâtre d'une fusillade d'une rare violence. Bilan, 2 gardiens de prison tués, 3 dans un état grave, pronostic vital engagé pour l'un d'eux. Le commando a pris la fuite, non sans avoir libéré celui qu'il était venu chercher, Mohamed Amra, détenu multicondamné. Bonjour William Molinier. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Du service police-justice d'Europe 1, depuis hier, le commando est activement recherché. La traque est engagée. Oui, policiers, gendarmes, plusieurs centaines quadrillent ce matin encore le département de l'Eure. Le plan épervier a été levé hier en fin d'après-midi, mais les forces de l'ordre restent en alerte. Le GIGN est sur place, prêt à intervenir si Mohamed Amra et ses complices venaient être localisés. Une Audi Q5 blanche fait notamment l'objet de toutes les attentions. C'est à bord de cette voiture que les fugitifs sont partis. Une fiche de recherche a été émise dans tous les commissariats, dans toutes les brigades. Sur cette fiche, on y trouve le visage de Mohamed Amra. Il est qualifié de dangereux et de violent. L'ordre donné aux forces de sécurité est de procéder immédiatement à son interpellation. Vous restez avec nous, William Molinier. On dressera avec vous le portrait justement de Mohamed Amra. Mais on va d'abord aller devant la prison des Baumettes à Marseille et retrouver le correspondant d'Europe 1 dans la région. Bonjour Stéphane Burgat. Bonjour à tous. La pénitentiaire, comme on la surnomme, est bouleversée ce matin. On imagine la tristesse, la colère aussi. Sans doute journée prison morte aujourd'hui d'ailleurs à l'appel de tous les syndicats. Comment réagit-on du côté des gardiens de prison marseillais ? Écoutez, ils se disent horrifiés, vraiment ces agents qui nous parlent ce matin. C'est la consternation dans la famille pénitentiaire, nous explique ce matin Cathy Forzi, responsable syndicale Force ouvrière ici au Baumettes. Depuis hier, j'ai que des agents pleurent, moi aussi. La vie d'un agent, c'est pas possible. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase là. Journée prison morte, la pénitentiaire est en deuil. On a franchi vraiment un cap, un nouveau cap, on va dire, qu'on n'aurait jamais dû franchir. C'est vrai que souvent on disait, ça risque d'arriver parce qu'on n'a pas les moyens pour effectuer toutes ces nouvelles missions que la pénitentiaire reprend. On doit reprendre les missions de la police. Mais à chaque fois qu'on les reprend, c'est à moitié effectif, donc on s'en sort pas. Voilà les agents qui continuent d'arriver ici aux portes du centre pénitentiaire depuis 1 heure maintenant. Ils sont près de 200 maintenant pour rendre hommage à leurs collègues décédés. Il y aura cette minute de silence tout à l'heure à 11h. Et puis avec cette colère, c'est le moment pour eux de faire remonter leurs revendications, de revoir les protocoles de sécurité, d'être mieux équipés surtout. Et puis il y a aussi cet appel à la raison qui est lancé par les syndicats qui demandent de limiter les transferts en utilisant la visioconférence quand c'est possible pour les auditions des détenus ou bien de faire déplacer les magistrats et non les détenus si ces demandes ne sont pas entendues. Ce mouvement pourrait être reconduit, il pourrait s'inscrire dans la durée. Stéphane Burgat en direct de Marseille. Je rappelle que vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans la région. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui recevra l'intersyndicale des gardiens de prison cet après-midi à 14h. William Molinier, on va s'intéresser maintenant au profil du détenu que ce commando est venu chercher, Mohamed Amra. C'est une information Europe 1. Sa trajectoire a de quoi inquiéter. Effectivement, j'ai pu consulter ce qu'on appelle son TAJ, le traitement des antécédents judiciaires, fichier tenu par les forces de l'ordre. C'est édifiant, il y a plusieurs dizaines de mentions avec un parcours délictuel qui commence très tôt, puisqu'entre 11 et 14 ans, écoutez bien, il est mis en cause pour 19 faits, essentiellement des cambriolages ou des violences, tous classé sans suite, aucune poursuite judiciaire. Deuxième période entre 16 et 22 ans, des vols en série, des violences aggravées, une tentative de meurtre. On sent là qu'il s'ancre dans la délinquance. Enfin, cette trajectoire se criminalise au début des années 2020. Son ADN est retrouvé sur les lieux d'une fusillade en région rouennaise. En 2022, un trafiquant de stupéfiants originaire de Dreux est retrouvé mort à Marseille. Amra est soupçonné d'avoir envoyé 2 tueurs le liquider. Selon le parquet de Paris, 13 condamnations figurent à son casier judiciaire, des sanctions qui portent uniquement sur des petits délits, comme si dès son entrée dans le banditisme, il avait disparu des radars. Information William Molinier que l'on retrouvera dans le journal de 8h. Alors Mohamed Amra, narcotrafiquant, libéré donc après une fusillade d'une incroyable sauvagerie. Cette affaire vient télescoper la remise du rapport sénatorial sur le narcotrafic en France. Et il n'est pas tendre avec le gouvernement qui doit présenter son propre plan anti-drogue prochainement. Pas encore dévoilé mais déjà obsolète. À côté de la plaque, tacle la commission. Les sénateurs réclament notamment la création d'un parquet national anti-stup à l'image de ce qui se fait
déjà en matière de lutte contre le terrorisme. Et vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h06. L'actualité de ce mercredi nous emmène également en Nouvelle-Calédonie. L'Assemblée nationale a adopté hier soir la réforme constitutionnelle de l'île. L'archipel secoué par une nouvelle nuit de violence. Avec un premier mort cette nuit, une personne tuée par balle selon un représentant de l'État sur place. Pas plus d'informations sur son identité pour l'instant. Le couvre-feu n'a pas empêché les affrontements de se multiplier. Blocage et pillage se sont poursuivis une partie de la nuit. Collèges, lycées et aéroports resteront fermés aujourd'hui. Violence condamnée par les indépendantistes qui appellent au calme. Le FLNKS qui dénonce le vote du Parlement sur le dégel du corps électoral. Un vote qui attend maintenant la réunion du Congrès. Emmanuel Macron s'est lui aussi invité directement dans le débat. Déjà en l'état, le texte autorise tous les résidents installés en Nouvelle-Calédonie depuis 10 ans à voter aux élections locales, sauf si indépendantistes et loyalistes parviennent à dégager un consensus autour d'une autre organisation. Ultimatum adressé sous forme de courrier, Arthur Delaborde. Le sort de la révision constitutionnelle est désormais entre les mains d'Emmanuel Macron, lui seul pouvant convoquer les parlementaires en congrès à Versailles pour la graver dans le marbre. Or, le président souhaite en réalité un accord plus large pour définir un nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie. Et pour l'obtenir, il utilise le vote des députés intervenus dans la nuit comme moyen de pression. Ainsi, dans un courrier envoyé ces dernières heures qu'Europe 1 a pu consulter, Emmanuel Macron invite les élus de Nouvelle-Calédonie à discuter avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer dès que possible à Paris. Le chef de l'État envisage 2 hypothèses. Soit ces futures discussions avec le gouvernement aboutissent et un nouveau projet de révision constitutionnelle verra le jour, soit les échanges ne débouchent sur rien et le président réunira alors le Congrès avant la fin juin pour entériner la très sensible réforme du corps électoral qui vient d'être adoptée à l'Assemblée. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Allez, on prend la direction de Cannes. À peine ouvert, le festival a connu son premier temps fort hier soir. Il y a bien sûr la montée des marches, mais ce n'est pas de cela dont on va parler avec vous, Marie Jiquel. Vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 en direct de la Croisette. La star de cette première soirée, c'était bien l'actrice américaine Meryl Streep. Et oui, Christophe, Meryl Streep, très attendue par les festivaliers, toutes générations confondues. Lucie, 22 ans, achète 2 DVD, 2 films par semaine avec l'actrice américaine. Elle espère approcher son idole Meryl Streep, un exemple pour la jeune femme. On est arrivé à 5h du matin. On a vraiment été les tout premiers. Bon, alors pourquoi Meryl Streep ? Parce que je suis fan d'elle depuis quelques années maintenant. Elle est vraiment très humaine en fait. Quand elle choisit les films, c'est pour une raison. Enfin, si ça lui plaît pas ou qu'il n'y a pas un message derrière, elle va pas les faire. Appréciée pour son côté naturel, anti-star, Meryl Streep est arrivée rayonnante, maquillage léger, lunettes de vue et robe fourreau immaculée, envoyant des baisers vers le ciel, dansant légèrement sur le tapis rouge. À l'intérieur du Palais des Festivals, ce fut une soirée déclaration d'amour à Queen Meryl, un magnéto retraçant sa carrière, de longs applaudissements et bien sûr cette palme d'or d'honneur qu'elle rangera sans doute avec ses 3 Oscars, palme d'or remise par Juliette Binoche, très émue, Meryl Streep presque gênée d'un tel accueil. Quand j'étais à Cannes, il y a 35 ans, pour la première fois, j'étais déjà mère de 3 enfants. J'approchais des 40 ans et je pensais que ma carrière était terminée. Voilà, le Festival de Cannes salue une carrière longue de 40 ans, d'Out of Africa à Mamma Mia. Voilà Meryl Streep qui reste la dancing queen de la Croisette aujourd'hui. Cet après-midi, elle donnera une masterclass. Marie Jiquel en direct de la Croisette. On vous retrouvera, Marie, également dans le journal de 8h. Je vous rappelle l'information principale de la nuit en Nouvelle-Calédonie. Un premier mort tué par balle. Pas d'informations sur l'identité de la victime. Voilà, on aura plus de détails dans le journal de 7h30 sur Europe 1. Merci beaucoup. Christophe Lamar, c'était votre journal.